Bonsoir, bienvenue à toutes, bienvenue à toi David. Bonsoir Soufiane. Alors on est le 27, encore une fois, janvier. Ouais, pour nos auditeurs, peut-être que... Ils ont déjà entendu cette date. Ouais. On est là pour l'épisode 2 de votre podcast favori. Parce que vous en avez pas beaucoup, alors du coup c'est le meilleur des podcasts que vous connaissez. C'est vraiment par élimination, quoi. Mais si vous en avez 2 dans votre vie, on est d'office le deuxième. Ouais, voire le dernier, dirait certains. Donc voilà, bienvenue pour ce podcast où on va découvrir encore des choses extraordinaires. C'est ça. Tonton David nous a sans doute dégoté des articles en veux-tu en voilà de ça. Je vous promets des tunnels à n'en plus finir. Alors prenez un coussin, posez-vous. On est parti pour le Saint-Gothard. Le Saint-Gothard. Ouais, c'est le nom du tunnel où quand tu le traverses là, au niveau de France, Suisse, Italie, et je crois que quand t'arrives au bout, t'es en Italie, un truc comme ça. C'est pas le Mont Blanc? Si, Ah, et on l'appelle le Saint-Gothard aussi? je crois, non? Bah je sais pas. Ce sera peut-être le sujet du prochain podcast. On peut pas balancer des fake news. Fake news. Écoute, pour paraphraser un podcast qu'on aime bien, peut-être qu'on dit de la merde. Ah, Voilà, les vrais auront la ref. Et donc tu nous as préparé un petit sujet qui est la semaine de 4 jours. Ouais, petit. Alors David, excuse-moi, bon, je suis peut-être pas un gros scientifique, mais une semaine c'est 7 jours. Donc voilà, ça commence mal ta rubrique. Donc je vois pas le rapport. Tu parles de semaine de 4 jours, je comprends pas très bien. Écoute, la première fois que j'ai entendu parler du sujet dont je vais vous parler là maintenant, c'était en 2015. À l'initiative d'un collectif citoyen, et je me souviens encore aujourd'hui à quel point ça m'avait intrigué à l'époque. Donc voilà le pitch. On le sait, aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Les trop nombreux sans-emploi sont mis sous pression alors que les offres d'emploi se font rares. À côté de cela, de nombreuses personnes qui travaillent subissent le stress, voire le burn-out. Or, la croissance et les perspectives économiques telles qu'elles se présentent ne sont pas réjouissantes. Si les critères pour au minimum maintenir l'emploi à son niveau actuel ne sont plus réunis, le collectif Roosevelt.be est convaincu qu'un plan B est nécessaire et qu'il passe par un nouveau partage du temps de travail permettant de rétablir une répartition plus juste de l'emploi en Belgique. Donc voilà l'idée révolutionnaire. Le travail salarié tend à se raréfier, certains souffrent de surcharge pendant que d'autres sont en situation de précarité de ne pas en avoir, alors partageons et passons collectivement à la semaine de 4 jours en 32 heures sans perte de salaire et avec embauche compensatoire. Vous allez voir, chaque mot est important. Mais en fait, 2015, tes références, elles sont un peu vieilles. Ouais, malheureusement, c'est vrai. Mais les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement un avenir, comme on dit. Personne dit ça, je sais. Personne dit ça. Note que cette année-là, une exclusion de 20 000 chômeurs a permis d'artificiellement afficher une baisse. Merci au gouvernement Di Rupo de l'époque. Donc je dis une baisse du chômage parce qu'on les a exclus en fait des chiffres. Les taux de chômage n'ont cependant pas augmenté depuis. On observe par contre l'augmentation de travailleurs et de travailleuses précaires. Ok, donc le premier argument pour, c'est l'équilibre entre chômage et burn-out. Il y en a d'autres ou... Plein. Mais avant ça, je suppose que la première question qui te vient, c'est comment est-ce qu'on finance ce truc ? Donc ce truc étant de passer à 4 jours sans perte de salaire et pour faire le même taf. Donc, question légitime. En résumé, l'idée est de couvrir intégralement le coût salarial de ces embauches supplémentaires grâce aux économies réalisées par la suppression des cotisations d'assurance chômage. Peut-être que là, c'est un peu beaucoup en une fois. Mais donc, en gros, les gens qui sont au chômage, de toute façon, ils perçoivent des sous. C'est le fait qu'on les met au boulot fait que ces sous-là ne sont plus, entre guillemets, investis, je mets bien des guillemets, à perte. D'une part, il y a le coût salarial des embauches supplémentaires qui est compensé par la suppression de ces cotisations-là, et plus généralement par des dépenses directes et indirectes liées au chômage, qui est donc évité à hauteur des embauches. C'est du génie. Aussi, deuxième source, des entrées fiscales supplémentaires. Là, évidemment, il s'agit d'aller chercher la TVA, l'impôt sur le revenu, etc., dû au fait que les ex-chômeurs ont désormais plus d'argent à dépenser. On parle tout de même de 300 à 500 000 chômeurs en moins en Belgique. Vous imaginez tous ces gens qui ne sont plus au chômage, qui perçoivent un salaire et qui, du coup, payent des impôts sur leur salaire, achètent des trucs, etc., d'où la TVA.
Il y a des calculs d'économistes, mais comme pour tous les sujets similaires, la première question à se poser, ça n'est pas de savoir si un service public est coûteux, mais si on en a besoin. Si la réponse est oui, le jeu des vases communicants peut commencer pour trouver d'où vient le financement. Donc pour moi, l'argument qui me parle personnellement le plus, puisque c'était ta question, au-delà de l'élégance du mouvement qui résout deux problèmes en même temps, c'est qu'en réalité, c'est le sens de l'histoire avec un grand H. Comme on est dans un format court, je vais commencer l'histoire en 1900. Qui voit naître le contrat de travail. Ça aide pour fixer des règles d'avoir un contrat de travail. Avant, c'était un petit peu selon l'humeur du patron du jour, quoi. La grande revendication de la journée des 8 heures, donc 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, existe déjà depuis 1886. Il faudra attendre 1921 pour obtenir une loi qui le garantisse en Belgique. À l'époque déjà, le camp patronal vociférait que c'était impossible. On peut donc compter sur eux et leur soutien politique pour raconter les mêmes âneries aujourd'hui. Rappelons que ces conquis sociaux, ainsi que ceux liés au congé payé, l'assurance chômage, ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le fruit de luttes, parfois très violentes, entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière. Et d'ailleurs, big up à l'exposition permanente En lutte à la Cité Miroir. Foncez-y, c'est incroyablement bien expliqué. On ne s'ennuie pas une seconde, promis. Tu t'es un peu perdu là, non ? Ouais, sorry, c'est juste que je trouve le sujet vraiment passionnant. Ouais, d'accord, mais donc 1. Équilibre, burn-out, chômage. Ouais. 2. Théoriquement finançable. Ouais. 3. C'est le sens de l'histoire. Sans vouloir te vexer, ça reste très théorique. Bah, figure-toi que non. Il y a eu full test. Pas tous concluants, mais la majorité oui. Et d'études aussi, dont une qui établit qu'une réduction du temps de travail généralisée permettrait de faire baisser de 21,3% l'empreinte carbone du Royaume-Uni. C'était titré « La semaine de 4 jours bénéfique pour l'environnement ». On mettra l'article en description. Le chiffre de 500 entreprises françaises passées à la semaine de 4 jours est souvent avancé aussi. C'est très probablement un chiffre particulièrement prudent. Une expérimentation grandeur nature sur la réduction du temps de travail sans baisse de salaire a débuté au Royaume-Uni en 2022. Près de 3000 salariés et 100 entreprises se sont prêtés à l'exercice. Ces résultats sont sans appel. 100% des chefs d'entreprise se disent satisfaits. Enfin, en Allemagne, c'est en 2024 qu'a eu lieu une étude qui se solde par un verdict encore une fois sans appel. 73% des entreprises participantes ne souhaitaient pas revenir à la semaine traditionnelle de 5 jours. Et c'est aussi un projet politique porté par des forces de gauche. Je pense notamment à Pierre Larouturou en France ou au PES belge qui a porté la mesure lors de la campagne électorale de 2024. Mais il me semble que j'ai déjà entendu que c'était déjà d'application ici en Belgique. Non ? Ouais, donc là on va un petit peu avancer dans le temps. Donc flash forward en 2021 où la presse titrait « La Vivaldi », qui était le nom de notre gouvernement à l'époque, est prête pour la semaine de 4 jours. Je me souviens, j'étais très surpris qu'un gouvernement dirigé par le libéral Alexander De Croo mette cette mesure en place. Et en fait, j'avais raison. Il y avait un baleineau sous caillou. Tu veux dire une anguille sous roche, c'est ça ? Ouais. En gros, ils te permettent désormais de prester 40 heures en 4 jours au lieu de 5. Et encore, quand je dis que c'est permis, ça n'est pas tout à fait exact. La plupart des salariés à temps plein du secteur privé peuvent faire une demande écrite à l'employeur qui peut l'accepter ou non. La demande couvre une période maximale de 6 mois et est renouvelable. Les travailleurs et travailleuses du secteur public ne sont pas concernés par cette mesure. Tu la sens là, Langui ? Alors voilà, c'est la fin de la rubrique. Il y a quelques références que je vous ai mis pour approfondir le sujet, mais j'avais quelques petites questions pour voir ce que tu en penses, Soufiane. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie de passer à 4 jours semaine sans changement de salaire ? Ah ben, moi c'est très simple, je suis en 4/5e déjà. Oui, mais tu as ton salaire qui a fait 4/5e. Ah aussi. oui, mais donc ce serait ma situation actuelle, sauf que j'aurais mon plein salaire. C'est ça, et tu verrais des avantages à ça ? Un salaire plus intéressant. non, franchement, je me pose la question, est-ce que je passerai en 3/5e du coup ? Ah, tu vois, oui, en mode j'ai 2 jours de pas congé vu. et j'ai le même salaire qu'aujourd'hui puisque je sais ce que ça fait. Là, tu viens de donner du carburant à tous les droits tardés qui n'auront pas envie, qui font voilà. C'est comme ceux qui sont contre le cannabis. Pour la feignasse. Qui disent ouais, c'est ça, c'est la drogue de passerelle vers pire. Bah là, c'est ça, on va vous donner le 4/5e, vous n'allez plus rien glander après. Quoi. Ah ouais, non, mais attention, parce que forcément, les 2 jours, je les passerai à faire des choses tout aussi intéressantes, quoi. Ouais, voire plus. Ah oui, voire plus intéressantes. Des podcasts, par exemple, des trucs pareils. Ouais. Évidemment. Mais malheureusement, j'ai pas taffé le sujet, mais il me semblait en plus, parce que j'ai quand même entendu ces thématiques à droite, à gauche aussi, la semaine de 4 jours. Mais surtout à gauche.
Évidemment. C'est pas parce que tu retirais des jours de travail que les gens devenaient inactifs en fait. C'était même souvent l'inverse. Parce que ça leur libérait du temps, ils avaient souvent tendance à s'investir dans d'autres choses qui leur tenaient bien plus à cœur. Et donc en fait, c'est vraiment complètement un mythe que d'avoir quelqu'un au chômage qui ne fait qu'en profiter. Alors tout le monde en citera dans son entourage et en fera une expérience universelle. Dans mon quartier, voilà. Mais les études étaient claires là-dessus. Ça m'inspire 2 trucs. Le premier, c'est souvent quand on parle de la semaine de la réduction, donc c'est bien la réduction collective du temps d'emploi. Avec compensation. Avec compensation, sans perte de salaire et avec embauche compensatoire, parce que la base de travail finalement ne s'évapore pas en fait. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse, et on comprend facilement que s'il y a 5 employés qui passent à 4/5e, il y a un 5/5e qui vient d'apparaître. D'ailleurs non, même s'il y a 4 employés qui passent à 4/5e, il y a un 4/5e qui apparaît de facto et qui peut donc être attribué à quelqu'un d'autre. Donc c'est toute une question dessous. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que quand on sondait un peu les gens, on leur posait 2 questions par rapport à ça. J'avais vu à l'époque, quand on te posait la première question, toi, si on te payait pour du temps qui précédemment était salarié et que tu ne devrais plus rien prester à ce moment-là, est-ce que tu ferais quelque chose ou tu ferais plus rien du tout ? Et plus de 80% des gens disent bah non, je serais hyper actif, je m'investirais soit dans ma famille, dans mes proches, dans des projets locaux qui me tiennent à cœur, dans une passion, quelque chose que qui contribue à ma communauté. Et quand on posait la deuxième question qui était est-ce que vous pensez que les gens seraient inactifs ou s'investiraient dans des projets bénéfiques pour la communauté justement, là par contre la perception est immédiatement négative. Donc tu sens qu'il y a un a priori très positif pour soi-même en se disant non, moi je suis pas comme ça, mais par contre ça ne marchera pas, les autres seront, vont profiter des failles du système et je sais pas quoi. Mais le pire, c'est que tu sais, les 40 heures les 4 jours, pardon. Pardon. Chez nous, à l'hôpital, ils l'ont proposé, quoi. Oui, puisque c'est et donc forcément, et quand tu parles d'ailleurs de la semaine de 4 jours comme toi, tu la proposes. Il faut mettre tous les mots derrière, c'est hyper chiant, voilà. Mais sinon, mais souvent, c'est mais si, on vous propose la semaine de 4 jours, bien sûr. Mais en fait, tu fais ton même contrat, mais en 4 jours, connard. Tu la sens longue. Et donc, tu peux te reposer le 5e jour. Tu fais, mais j'ai fait 4 jours où j'ai fait plus de 10 heures de taf. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais juste avant, un autre argument, mais bon, la chronique était déjà assez longue, c'est de lutter contre un fléau des temps modernes, n'est-ce pas, le présentéisme. Parce qu'on parle d'absentéisme, donc c'est quand tes employés te rendent des certifs, ils ont toujours une bonne excuse pour pas venir, etc. Mais il y a le présentéisme qui est l'autre face d'une même pièce, qui en fait c'est des gens qui sont là, mais en fait ils sont juste là, quoi. Ils veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils restent tard, qu'ils sont toujours là, mais en fait ils bossent pas spécialement, quoi. Et donc tu as ce truc qu'on appelle le présentéisme. Et je pense que ça peut contribuer à lutter contre ça dans la mesure où en fait, ça te prend un jour en moins dans la semaine, donc c'est un peu plus condensé, mais quand tu es là, tu es disponible pour ça, en fait. Voilà. C'est ça. Plutôt que, de toute façon, j'ai pris perpète, donc je dilue. Donc je vais glander, je vais aller reprendre un café. Voilà. Et tiens, qu'est-ce qui se passe sur Facebook ? Tiens, toi, je l'ai pas vu depuis longtemps, et papati, et papatati. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Tandis que si tu bosses 4 jours, tu vas te grouiller de torcher ton travail pour rentrer chez Watt le vendredi. Donc voilà. Pour fêter Shabbat. T'es plutôt... Ah ouais, tout de suite. Ou autre. Non, mais autre. Ça y est, t'es convaincu par l'idée alors ? Mais putain, mais ça t'étonne encore ? Non, mais voilà, fallait laisser un petit suspense. Ah ouais, c'était une fausse question alors. C'était une fausse question. Putain, mais moi je suis putain de pour. Même avec une perte salariale, je suis déjà passé à 4 alors. Ouais, moi aussi. Bah évidemment. Alors on passe à la rubrique Ça m'énerve. C'est moi en plus. Je m'introduis moi-même. Tu voulais que je t'introduise ? Tu vas rien m'introduire, ouais. C'est quoi ce consentement ? Tu m'as demandé d'abord ? Je viens littéralement de te demander si tu voulais que je t'introduise. Malheureusement, c'est enregistré, donc je vais sans doute me faire avoir. Oui, bon, tu m'as posé la question. Alors moi, j'ai un sujet qui m'énerve, qui est j'allais dire plutôt léger. Je sais pas. En fait, je suis sceptique sur le ça m'énerve parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent dans la vie, mais ces derniers temps, c'est cette fameuse phrase qui m'énerve, c'est ouvrez les guillemets, je ne supporte plus le froid et l'obscurité de l'hiver, j'ai besoin de soleil. J'ai déjà entendu ça. Ouais, et donc du coup, en fait, c'est des collègues de travail qui se retrouvent à partir aux Canaries en plein hiver, quoi. Ouais. Franchement, les médecins recommandent, il faut aller à Tenerife. Oui, il faut. Et vraiment, alors j'ai vraiment un radiologue en tête
qui fait ça. Tu veux dire son nom? Non. Non, je vais pas le cramer non plus, mais je donne sa profession comme ça change un peu, c'est tout. Ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est ah non, je ne peux pas, je suis déprimé, c'est ça. Je suis vraiment pas bien, c'est impossible. C'est devenu impossible de rester ici en hiver, alors que l'hiver, il fait froid. Il n'y a pas de lumière. C'est un peu comme l'eau, ça mouille, c'est comme ça. Et le pire, c'est que, en fait, pourquoi je le cite lui aussi, c'est que le mec, il doit avoir 64 balais, un truc comme ça. Et moi, j'ai été revoir, juste par curiosité, les stats des vols low cost, quoi, tu vois. Parce que lui, forcément, il va aux Canaries, c'est vraiment c'est souvent des vols low cost. Et en fait, j'ai remarqué j'ai vu que les premières compagnies, il y a eu un essor dans les années 90, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment super récent. Et donc, ce mec-là qui a 64 piges, il a sans doute connu plus de vie sans les low cost qu'avec, quoi. Et donc, ce côté, je ne supporte plus, c'est impossible pour moi de vivre. En fait, je le comprends encore moins pour lui. Je dis pas que c'est plus difficile pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés avec, mais je veux dire, tu peux directement lui dire, mais mec, en fait, t'as déjà vécu ça. Littéralement vécu autrement. Même si on se doutait qu'il ne fallait pas avoir un vol en avion aux Canaries pour survivre à l'hiver, ça se saurait. Jon Snow, en tout cas, le saurait aussi. Jon Snow de Game of Thrones. Ouais, je me dis pour vivre de l'hiver, pour survivre à l'hiver, il aurait. Je crois que lui, il pouvait voler en dragon, lui, à un moment. Ah, donc il y a un pont à faire entre les deux. Après, je veux pas spoiler la série pour ceux qui pour ceux qui l'ont toujours pas vu. La dernière saison est à chier. Ça, c'est consensuel. Oh, ça, c'est gratos. Voilà, c'est fou à quelle vitesse une norme peut changer, quoi. Ah ben oui, en plus. Et d'ailleurs, tu le vois, par exemple, avec tout ce qui est Internet. Enfin, tu vois bien, il y a 10 ans, on n'avait pas le même usage, on n'avait pas le même... Ou même 20 ans encore, c'est encore pire, quoi, tu vois. Oui, et puis, mais c'est surtout cette hypocrisie, en fait, de dire je ne sais pas vivre sans, en fait, tu vois. En fait, c'est le pire des arguments. Et c'est pour ça que je trouverais ça plus chouette d'avoir un débat de fond sur, ok, les vols en avion, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois. Est-ce qu'on les limite à une quantité un quota, comme on en a déjà parlé avec tonton Janco et d'autres qui détermineraient des quotas, soit kilométriques, soit d'avions long courrier, en disant, voilà. Ça avait été proposé par Ruffin et une autre écolo, je crois, à l'époque. C'était il y a quand même déjà un moment. Il y a un petit temps. Ouais. Et Janco, il était passé à la radio, il avait choqué tout le monde parce qu'il disait en gros c'est je crois 2 ou 3 vols long courrier. 4. Moi j'avais retenu 4, mais c'était discutable. C'est cet ordre de grandeur comme il dirait. C'était en mode oui voilà, c'est la base pour en discuter, c'est moins ça. 10, quoi. Et après dans ta vie, quoi. Dans ta vie. Et tout le monde a crié à la mesure liberticide, il y en a qui l'appellent Jancovici, bon, voilà. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Et là en plus la stat, j'avais vu que donc on est passé de 1,2 milliard dans les années 90. Passagers. Passagers, hein, pas vol. Donc on peut être, par exemple, toi, tu peux si tu pars 4 fois en avion, tu comptes pour 4 passagers, quoi, même si c'est la même personne. Ouais. Donc c'est 1,2 milliard de passagers environ à 4 milliards en 202017. Tu vois, donc vraiment ça a quadruplé des années 90. 90, on était à 1,2 milliard. En 20 ans. 90, on est à 35 ans, frère. Des années 90, on est en 2025. Oh, putain. Donc en 35 ans, on est passé d'1,2 milliard à 4 milliards, donc on a quadruplé. Par contre, ils visent en 2032 6,7 milliards de vols low cost, donc en fait ça... Ouais. Là je vous mettrai aussi en lien un site où tu vois vraiment le graphe, et en fait t'as vraiment une exponentielle, quoi. Une explosion à partir des années 90 avec notamment Ryanair. Ouais. Etc. Tous ces cost, oui, voilà. Et c'est ça qui est le plus dommage, c'est que le débat des longs courriers pourrait être intéressant, mais celui des low cost, ça peut être aussi des fois des transports qui peuvent être transformés en train ou en bagnole, ce qui n'est pas le cas du long courrier. Ouais, ou de Tenerife ou de tout ce qui est île. Oui, tout ce qui est île, forcément. Canaries, oui, j'avoue que même si tu fais du court courrier, je sais pas si ça se dit du court courrier. Du moyen court. Il y a des longs courriers, il y a des courts courriers. Tu me fais penser à l'autre avec sa parodie. Les Français ont les petits girafes, les grandes girafes, les moyennes girafes.
L'imitation de l'heure des l'imam de Drancy, là. Ouais, c'est ça. Dans l'heure des pros. Par Malik Bentala. Ah, quel Allez talent. voir cette vidéo d'exception. Les moyens coups. Les longs coups. Les longs coups. Mais tu voulais ajouter quelque chose? Non, voilà, c'est mon petit coup de gueule, c'est juste comme ça, quoi. Bah, je te sens plus apaisé à la fin. Allez, on se donne rendez-vous le prochain épisode pour le prochain coup de gueule. Et c'est votre serviteur qui est de retour pour les recommandations. Pourquoi t'es devenu animateur énergie des années 90? Je sais pas. Et nous sommes de retour. J'en sais rien, je change. Vas-y, dis full. Voilà, à chaque fois, ça va être une voix différente, vas-y, peu importe. Des recommandations. Moi, j'avais deux recos. J'avais le spectacle Furious Monique. Que tu connais parce que toi, t'as été voir. J'étais voir il n'y a pas si longtemps en plus. Ils étaient au Riche-Clair. Ouais, au théâtre des Riche-Clair. Alors, c'est Mickey Bocard et Florent Jubin, qui sont deux poteaux de longue durée. Ouais, j'allais dire longue haleine. Longue haleine, c'est bon aussi. Ouais. Qui ont fait un spectacle sur la musique, mais c'est assez réducteur de dire juste ça. Ouais, un spectacle déjanté. Déjanté, c'est le terme. C'est vraiment original, même si c'est un terme vraiment original. C'est de la merde de dire ça. Parce que, voilà, exact. Ouais. Non, mais en vrai, c'est vraiment original. Ouais. Vraiment, ils font des mash-up de plein de débuts et de fins de musique. Il y a des références. Je sais pas combien ils ont de morceaux de chansons. Des centaines. Même parfois, c'est juste un bout de parole et tu captes d'où ça vient. Tu captes pas tout, ça va vite. C'est ça. C'est drôle. Ouais, c'est super drôle. C'est vraiment super drôle. Ils ont un jeu qui est vraiment un peu cartoonesque quand même, non? Ouais. Tu sens Mickey est plutôt au clavier, etc. Et Florian il a la loop station. Il a une loop station. Et donc vraiment, et c'est un spectacle aussi visuel parce qu'il bouge sur scène, etc. Ouais. Donc il reste pas que derrière leur. Il y a toute une mise en scène qui est vraiment léchée. Ouais. Et c'est vraiment un spectacle à voir. Moi, je l'ai vu 2 fois tellement. Tellement t'es fan. Je pourrais le revoir une 3e fois. Wow. Franchement. Ouais, à fond. Je pense que c'est un peu pour tous les publics en plus. Ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs un peu cringe pour les enfants. Non, il ne faut pas avoir des références littéraires ou après, théâtrales. Moi, je pense que c'est bien pour des gens qui ont... comment dire? En fait, ça leur ressemble, quoi. Mickey, il doit avoir ton âge, je pense. 36, 37 peut-être. Florian, il a plutôt le mien, vers les 40, tout ça. Et tu sens dans les refs, parce que c'est beaucoup de refs musicales, de refs culturels, en fait, que en fait, c'est la musique à laquelle on a été exposé en grandissant. Donc, tu as beaucoup de variétés françaises qu'on a héritées de nos parents et des vieux trucs. Mais tu as plein de refs en anglais parce qu'en fait, nous, on a grandi avec MTV, MCM, machin. Et je sais plus, hein, là ça fait quand même 2-3 mois, donc je pourrais plus te dire des rêves pour être précis, mais par exemple tu pourrais avoir du Spice Girls qui pop à un moment, à fond, et du Hugo Frey et du Renaud, et enfin voilà, et donc il y a un peu un répertoire accessible pour les gens peut-être dans nos tranches d'âge en particulier, mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte en soi. Voilà, mais donc c'est à voir, je sais pas, je connais pas les dates, mais pareil. Regardez au Riche-Clair, regardez Furious Monique. Furious comme Furieux, et Monique Furious, comme le prénom, quoi. Et Monique comme le prénom, mais au pluriel, je crois. Voilà, la RTBF avait fait un chouette article là-dessus aussi dans la presse, donc vous pouvez aller voir, franchement ça vaut le détour. Et j'avais autre chose, rien à voir. Okay. C'est un article qui est sorti il y a pas longtemps d'une journaliste qui s'appelle Carol Cadwallard. Putain, c'est très chaud à dire. Cadwallard. Cadwallard. Yeah, nice. Qui a fait un article qui s'appelle « Les 20 leçons pour le monde post-vérité. Comment survivre à la broligarchie ». Et donc, elle donne 20 bonnes raisons pour résister face... Des raisons de résister ou des moyens de résister ? Les
Les deux, okay. Et ça, c'est sous forme plutôt des 10 commandements comme ça. Alors, je prends le 19 parce qu'il est court. Foutez-vous d'eux, l'humour est une arme. Tout homme qui ressent le besoin de construire une fusée n'est pas trop sûr de sa masculinité. Il faut en tenir compte. Voilà. Ouais, j'avoue, ringardisé, très bon conseil. Voilà, il y en a plein d'autres. Et voilà, ça faisait un petit peu du bien en ce début d'année catastrophique de 2025. Je vois pas de quoi tu parles. Ben voilà, donc voilà, ça m'avait fait du bien quand même de voir ça. Il y en a d'autres, allez les lire. Donc, Comment survivre à la broligarchie, les 20 leçons pour le monde post-vérité de Carol Cadwallard. Cadwallard. Voilà. Ok, merci Soufiane pour tes recos. Et voici venir la fin de cet épisode. Et nous voici à la fin de ce deuxième épisode. Comme à chaque fois, nous commençons par faire le décompte des jetons dans notre Beauf Box. Bien, nous sommes toujours à 0 jetons. Mais qu'est-ce qui nous arrive, David ? En fait, on invente des choses puis on les utilise pas. On les utilise pas, ouais. On n'est pas assez beauf. Merde. C'est quoi ce podcast d'islamo-gauchiste là On est trop sage. Peut-être pour les prochains, on va taper sur les gens. Non, c'est pas vrai. Je sais pas, c'est bizarre. Non, si ça tape, ça tape. Ça tape pas. En fait, on cherche pas. On cherche juste pas spécialement à se ruiner. C'est surtout offenser les gens, David, à la base. C'est surtout ça ce qu'on évitait de faire. Bon, comme toujours, on vous invite à vous abonner. Oh non, pas sur maintenant tout de suite, c'est déjà fini. C'est déjà fini, je sais pas. Moi. Putain, David. Tu crois que on en enregistre un troisième juste derrière ? Mais c'est pas la question, c'est juste que celui-ci, il est fini. Ouais, c'est vrai. Mais tout début est un peu une fin et toute fin est un peu un début. Waouh. Bon, merci. Non, je voulais dire à tout le monde que je vous aime. Ah oui, la cloche et tout le tralala. Ouais, voilà. C'est ça que tu disais. Mais on n'a rien de tout ça, donc on sait même pas. On sait pas. Ah, on n'a rien de tout ça. Mais on dit qu'il faut le faire. Faisons-le. Allez, faites-le. Sonnez toutes les cloches que vous pouvez trouver. Et à la prochaine. Bonsoir chez vous. Bonsoir.